Je me présente André Maillé-Périère. Je suis directrice générale de Réseau Réussite Montréal, l'instance régionale de concertation en persévérance scolaire et en réussite éducative de Montréal. Bonjour, je me présente Audrey McKinnon, directrice générale du Réseau québécois pour la réussite éducative, le regroupement des instances régionales de concertation en persévérance scolaire et réussite éducative du Québec. Il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à ce webinaire que nous avons le bonheur de présenter ensemble. Comme vous l'avez peut-être entendu au début du mois, lors de l'annonce du plan de relance de réussite éducative, le ministère de l'Éducation a alloué au RQRE et à ses membres le mandat d'atténuer le recul estival des acquis des élèves du primaire et du secondaire au cours des 2 prochains étés. Cet enjeu sur lequel nos membres sont déjà très actifs depuis quelques années et probablement que plusieurs d'entre vous l'aident tout autant. Toutefois, plus on parle de la glissade de l'été autour de nous avec nos partenaires, plus nous nous apercevons que c'est un sujet sur lequel persistent plusieurs préconceptions et qui demande à être mieux compris et connu. Notre souhait ce matin est donc de présenter les fondements de la recherche pour se donner une vision commune de ce qu'est la glissade de l'été et d'explorer des pistes d'action qui peuvent être mises en œuvre durant l'été par les partenaires de la communauté. C'est un webinaire qui s'adresse autant aux acteurs du milieu scolaire qu'aux organismes qui œuvrent auprès des jeunes durant l'été. Mais avant de laisser la place à nos collaboratrices, que je remercie chaleureusement d'avoir accepté d'être avec nous ce matin, j'aimerais prendre le temps de souligner que bien que le terme glissade ou celui de la perte des acquis puisse laisser entrevoir une approche déficitaire, notre intention dans le cadre de notre mandat est le déploiement d'une approche visant à créer des contextes, offrir des occasions à nos jeunes, le tout dans une approche ludique et en s'appuyant sur les partenaires de la communauté. De créer des opportunités et non souligner à grands traits les pertes ou les manques. Cependant, je tiens à rappeler que tous les jeunes ne sont pas égaux face à l'été. Ne pas prendre en compte, ne pas le prendre en compte, ne pas créer des occasions et des contextes pour nos jeunes les plus vulnérables, eh bien, ça reviendrait à creuser les écarts. Je vous laisse maintenant au bon soin de votre animatrice, Marie-Pierre Courcy. Merci André et Audrey pour le mot d'introduction. Je vais maintenant prendre le relais. Marie-Pierre Courcy, agente de liaison et de développement Réseau Réussite Montréal. Je vais être votre animatrice aujourd'hui. Premièrement, bienvenue et merci d'être avec nous. Nous avons 492 personnes qui étaient inscrites à l'événement ce matin. Je souhaite mentionner que sont présents aujourd'hui des participants qui proviennent de partout au Québec, mais aussi du Nouveau-Brunswick, la Suisse, France, Belgique, Liban, Maroc. Donc, on espère que ce webinaire va vous être utile où que vous soyez. Merci aussi pour ceux qui nous ont communiqué des questions et des préoccupations sur la glissade de l'été dans le formulaire d'inscription. On en a reçu beaucoup et elles étaient fort pertinentes, puis ça a permis notamment d'orienter les présentations. On ne pourra peut-être pas répondre à l'ensemble de vos préoccupations, mais plusieurs vont être abordées tout au long du webinaire. Avant de débuter, on a une petite question pour vous. Merci Nancy de diffuser le premier sondage. Donc, la question est, organisez-vous des activités qui permettent de contrer la glissade estivale? Oui, non, je ne suis pas certain. J'aimerais en organiser, mais je n'ai pas suffisamment de pistes. Je n'interviens pas auprès d'enfants ou de jeunes, ou je préfère ne pas répondre. Alors, on ouvre le vote. Est-ce que le vote fonctionne? Alors, Nancy va partager les résultats. Alors, à la question, organisez-vous des vacances, organisez-vous des activités pendant la glissade estivale, pendant les vacances? La réponse à 41%, oui. Donc, ensuite de ça, non 18%. Et puis, j'aimerais en organiser, mais je n'ai pas suffisamment de pistes à 17%. Donc, ça va être intéressant. On va pouvoir regarder cet aspect-là aujourd'hui. Merci du vote. Et merci à ma collègue Nancy qui assure la technique avec Technocom. Donc, voilà, ça nous éclaire un petit peu pour voir où vous vous situez justement. Donc, ce matin, pour nous parler de la glissade estivale, c'est avec plaisir qu'on accueille Jasmine Gobeil-Bourdeau et Véronique Dupéré de l'Université de Montréal qui, elles, vont présenter la perspective de la recherche.
puis sera suivi par Mélanie Valsin et Joëlle Marion du Collège Frontières qui, elles, vont présenter une perspective plus terrain de cet enjeu. Donc, un gros merci à nos conférencières pour leur participation. C'est vraiment un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Juste avant de commencer, ce n'est probablement pas votre premier webinaire, mais je vais quand même faire un léger survol du déroulement puis souligner quelques éléments par rapport à ça. Donc, on va avoir une période de questions après chaque présentation pour discuter avec chacune des conférencières, puis un panel à la toute fin. On vous invite à poser vos questions en continu en utilisant la commande questions-réponses. Puis, dès qu'elles vous viennent à l'esprit, en fait, là, pour accéder à cette commande-là, c'est juste en bas dans l'icône Q et R en bas de votre écran. Donc, ma collègue Brigitte va se faire un plaisir de rapporter vos questions aux conférencières. Merci d'être en soutien, Brigitte, à l'événement. Notez que les questions et les commentaires sont publics, donc vos écrits vont être vus de tous les participants. Avant de commencer, je vous annonce aussi que le webinaire est enregistré et qu'il va être disponible en rediffusion sur le site de Réseau Réussite Montréal. Les présentations des conférencières vont aussi être disponibles sur le site. Donc, on va vous envoyer le lien dès que tout va être en ligne. Vous pourrez le partager également s'il y a d'autres personnes qui souhaitent le voir mais qui n'étaient pas présentes ce matin. Je vais maintenant introduire nos premières conférencières qui sont tout d'abord Jasmine Gobeil-Bourdeau, candidate au doctorat en psychoéducation à l'Université de Sherbrooke, chercheuse postdoctorale au groupe de recherche sur les environnements scolaires ainsi qu'à la chaire de recherche du Canada sur l'école, le bien-être et la réussite éducative des enfants de l'École de psychoéducation de l'Université de Montréal. Et Véronique Dupéré, professeure agrégée à l'École de psychoéducation de l'Université de Montréal à la chaire de recherche du Canada sur la transition à l'âge adulte ainsi qu'à la chaire Miriagon McConnell, Université de Montréal, en mobilisation des connaissances jeunesse. Véronique est aussi chercheuse au Centre de recherche en santé publique, Institut universitaire Jeunes en difficulté, au groupe de recherche sur les environnements scolaires, ainsi qu'à l'équipe de recherche développement du plein potentiel en contexte éducatif. Notons également que la présentation de Jasmine Véronique elle comporte des éléments, la contribution à titre d'auteur d'Isabelle Archambault, qui est professeure agrégée à l'École de psychoéducation de l'Université de Montréal, la chaire de recherche du Canada sur l'école, le bien-être et la réussite éducative des enfants, ainsi qu'à la chaire Miriagon McConnell de l'Université de Montréal en mobilisation des connaissances jeunesse, chercheuse au Centre interdisciplinaire de recherche sur le cerveau et l'apprentissage à l'Institut universitaire Jeunes en difficulté, ainsi qu'au groupe de recherche sur les environnements scolaires. Merci, mesdames, d'être avec nous. La parole est à vous. Bonjour tout le monde. Jasmine, tout semble bien fonctionner. De ce que je vois bien ta présentation à l'écran. En fait, je vais dire seulement un mot, mais aujourd'hui, notre présentatrice, c'est vraiment Jasmine. Moi, je suis ici aujourd'hui parce que je l'ai accompagnée dans la préparation de cette présentation-là, mais c'est vraiment elle qui a fait le travail de recherche derrière et qui a monté la présentation aussi. Donc, je vais vraiment lui laisser le soin de vous présenter le fruit de son travail. Donc, Jasmine, la parole est à toi. Merci beaucoup, Véronique. Merci à tous et toutes pour votre présence avec nous ce matin. Donc, dans le cadre de la présentation d'aujourd'hui sur la glissade de l'été, on va d'abord voir ensemble la définition pour s'entendre sur de quoi on parle quand il est question de glissade de l'été. On va aborder aussi le sujet des inégalités, donc comment la glissade de l'été est source d'inégalités. On va parler des jeunes qui sont le plus affectés par la glissade de l'été, les conséquences associées à la COVID-19 là, qui s'appliquent dans le contexte, et on va terminer la présentation avec quelques pistes d'action. Donc, comme point de départ, qu'est-ce que la glissade de l'été? En fait, quand on parle de ça, on parle du recul dans les acquis scolaires qui vont avoir lieu au cours de la pause estivale. Ce recul-là, il touche principalement la lecture et les mathématiques. En fait, ce sont les deux domaines pour lesquels on a le plus de données de recherche. Et le recul estival toucherait encore plus spécifiquement certaines habiletés qui nécessitent, par exemple, la mémoire, comme par exemple les tables de multiplication ou des tâches de lecture ou d'épellation. Et ça toucherait peut-être un petit peu moins les tâches complexes comme la résolution de problèmes mathématiques ou encore la compréhension de texte. Mais on a quand même des données de recherche qui nous montrent qu'il y a un certain recul dans l'apprentissage au niveau des sciences, de la motivation et de la santé mentale, mais j'aurai l'occasion d'y revenir un petit peu plus tard.
Ces reculs-là, ils sont observés dans différents pays dans le monde, principalement aux États-Unis. La grande majorité des travaux de recherche se sont faits de ce côté-là, mais on a des données aussi qui proviennent du Canada, de l'Australie, de plusieurs pays d'Europe, notamment la Suède, les Pays-Bas. Donc, c'est vraiment un phénomène qui est observé à travers le monde et qui préoccupe chercheurs et praticiens un peu partout. Quelques termes utilisés pour parler de glissade de l'été. En fait, en français, on retrouve souvent glissade de l'été ou recul estival. Et en anglais, les termes les plus fréquents sont Summer Learning Loss ou Summer Slowdown, donc pour indiquer un ralentissement dans la courbe d'apprentissage qui a lieu pendant l'été. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour les élèves du primaire? En fait, il y a des études qui nous ont montré que le recul équivaudrait à environ 1 ou 2 mois d'apprentissage en lecture et environ 1 à 3 mois d'apprentissage en mathématiques. Donc, c'est vraiment un recul qui peut être important pour certains enfants. Pour les élèves du secondaire, on a beaucoup moins de données de recherche qui sont disponibles. La plupart des travaux se font auprès des élèves du primaire, mais on remarque quand même que pour les élèves du secondaire, il y a certaines préoccupations qui émergent. Alors, on a des recherches qui nous montrent que le recul est plus prononcé chez les enfants plus jeunes, alors que d'autres montrent un recul plus prononcé chez les enfants plus vieux. À ce stade-ci, la recherche ne nous fournit pas de consensus clair à ce sujet-là. Mais ce qu'on observe, c'est qu'il y a certainement un recul plus important pour les jeunes au moment de la transition primaire-secondaire et que quand on ne regarde pas uniquement les indicateurs de lecture et de mathématiques, on voit des reculs importants au niveau de la motivation des adolescents et de leur santé mentale. Donc, les adolescents quittent l'école au mois de juin et peuvent nous revenir 2 ou 3 mois plus tard là, avec une baisse de motivation ou un déclin dans leur santé mentale, ce qui est très préoccupant. Donc, pourquoi on s'inquiète de la glissade de l'été? On entend souvent le fait que tous les enfants vont vivre un recul, donc on n'a qu'à faire du rattrapage en début d'année scolaire. Je vais vous montrer pourquoi on a 2 raisons principales de s'inquiéter. D'abord, parce que le recul estival va toucher un grand nombre d'enfants. Et ensuite, parce que c'est une grande source d'inégalité entre les enfants. Donc, voyons chacune de ces 2 raisons-là l'une après l'autre. Au niveau des enfants qui sont affectés par le recul estival en lecture, ici, je vous présente des données qui proviennent d'une étude américaine réalisée récemment. Et on voit ici la barre horizontale en pointillé, là, ici, qui indique le 0. Donc, ce sont les enfants ici qui auraient fait aucun gain, aucune perte pendant la période scolaire. Pendant la période estivale, plutôt. Si on porte notre attention sur la première partie du graphique, on voit que tous les enfants se répartissent là, le long de la ligne verticale. Donc, au sommet de notre ligne verticale, on aurait les enfants qui auraient fait le plus de progrès dans leur capacité en lecture pendant l'été. Et au bas de cette droite-là, on aurait les enfants qui ont perdu le plus d'acquis pendant cette période-là. Et ce qu'on remarque, c'est que dans le rectangle coloré, on a une grande majorité des enfants qui se trouvent ici. Et comme vous pouvez remarquer, ce rectangle-là se situe sous la ligne du 0, ce qui nous indique qu'une grande majorité d'enfants vont vivre un certain recul pendant la pause de l'été. Et là, on l'observe ici en rouge pour les enfants qui passent de la maternelle à la première année, mais c'est ce qu'on observe aussi pour les autres années scolaires là, dans les autres couleurs que vous voyez dans ce graphique-là. Sensiblement, la même chose est observée au niveau des mathématiques. En fait, c'est le même graphique. Donc, les carrés de couleur se situent sous la ligne pointillée, ce qui indique qu'une grande majorité des enfants vont vivre un certain recul pendant la période estivale. Mais ce qu'on remarque plus spécifiquement ici, c'est que les carrés, les rectangles colorés se sont un peu éloignés de notre ligne horizontale et donc, le recul est un peu plus marqué en mathématiques qu'il ne l'était en lecture. Et on remarque aussi que les enfants de 4e à 6e année là, semblent plus affectés par le recul estival. C'est eux pour lesquels le recul semble être le plus grand dans cette étude-là. Mais au-delà de toucher un grand nombre d'enfants, en fait, ce qui est le plus préoccupant dans la glissade de l'été, c'est que certains enfants qui vont perdre davantage d'acquis que d'autres. L'écart entre les enfants les plus forts et les plus faibles va tendre à se creuser. Donc, pendant l'année scolaire, à peu près tous les enfants vont progresser de la même manière. On illustre ici en vert les enfants les plus forts et leur progression des apprentissages,
qui est similaire à la progression des enfants les plus faibles qui sont illustrés ici en orange et pointillé. Le portrait est vraiment différent pendant l'été, alors qu'on observe qu'il y a un léger déclin dans les apprentissages pour les élèves les plus forts, mais un déclin vraiment plus prononcé pour les élèves qui étaient plus faibles. Ce que ça nous donne comme conséquence, en fait, c'est que les enfants vont cumuler un retard été après été. Donc, on observe dans ce graphique-là qu'il y a déjà des inégalités entre les enfants avant même qu'ils arrivent à la maternelle. Donc, c'est un certain écart qui est présent dès le départ, mais que été après été, le recul estival va toucher davantage certains enfants et donc, ils vont cumuler un retard par rapport à leur père et ils vont se retrouver encore plus loin derrière. Donc, c'est vraiment une grande source d'inégalité puisque tous les enfants ne vont pas vivre le même genre de recul. Et justement, qui sont les jeunes les plus affectés? Il y a eu un grand nombre de recherches qui se sont posées la question, est-ce qu'il y a certaines caractéristiques qui font en sorte qu'un jeune va vivre un recul plus grand qu'un autre jeune? Alors, les résultats de recherche nous montrent qu'il n'y a pas de différence entre les garçons et les filles. Donc, les carrés que vous voyez ici en gris, ce sont les données de recherche qui ne nous montrent aucune différence ou pour lesquelles on n'est pas capable de tirer de conclusions claires. Au niveau des jeunes qui vivent en milieu rural ou en milieu urbain, jusqu'à présent, il y a eu vraiment très peu de recherches qui s'est faite pour comparer les jeunes de ces deux milieux-là. Alors, pour le moment, on n'est pas capable de dire si certains jeunes sont plus affectés que d'autres en fonction de leur milieu de vie. Par contre, il y a certainement un enjeu d'accessibilité des ressources et j'aurai l'occasion d'y revenir un petit peu plus tard dans la présentation. Finalement, au niveau de l'âge et du niveau scolaire, bien, comme je vous le mentionnais précédemment, il y a certaines études qui montrent un recul plus important chez les enfants les plus jeunes, alors que d'autres études arrivent à la conclusion inverse avec un recul estival en moyenne plus grand chez les enfants plus vieux. Donc, pour l'instant, on n'a pas de conclusion claire à ce sujet-là, mais tout le monde s'entend pour dire qu'un recul en début de scolarisation, c'est particulièrement préoccupant parce que ça va placer l'enfant sur une trajectoire à risque et comme cet enfant-là risque de cumuler des retards année après année, bien, on est particulièrement inquiet pour son succès scolaire. Au niveau du statut socio-économique, de manière systématique, les études arrivent à la conclusion que les enfants de milieux défavorisés sont plus affectés par le recul estival et on pourra voir tout à l'heure certaines explications de ce phénomène-là. Au niveau de la langue parlée, les enfants qui parlent une langue à la maison qui est différente de celle de l'école, par exemple, au Québec, la majorité des enfants vont à l'école en français et s'ils parlent une autre langue que le français à la maison, ces enfants-là sont plus affectés par le recul estival. On peut imaginer qu'ils sont peut-être moins exposés à la langue d'apprentissage, ce qui pourrait expliquer une partie de leur recul estival. Et finalement, les enfants qui ont des besoins particuliers, donc les enfants qui ont un plan d'intervention, qui ont des difficultés d'apprentissage ou un diagnostic, dans quelques études, ont montré là, un recul plus grand que les enfants qui n'avaient pas ces caractéristiques-là. Mais on a encore assez peu de données de recherche sur ces élèves-là. Donc, comment expliquer cet écart entre les enfants? Je vous présente deux explications possibles. D'abord, la théorie du robinet et ensuite la théorie de l'opportunité d'apprentissage. Donc, selon la théorie du robinet, pendant l'année scolaire, l'école fonctionne un peu comme un robinet qui serait ouvert à son maximum et donc qui fournit une grande quantité de stimulation à tous les enfants. Et cette stimulation-là est tellement grande qu'elle éclipse toutes les distinctions qu'il pourrait y avoir entre les familles ou les communautés qui seraient plus favorisées ou défavorisées. Et donc, c'est vraiment l'école ici qui prend le dessus sur la stimulation et qui fournit ce que tous les élèves peuvent avoir besoin pour progresser dans leurs apprentissages. Et ce qui expliquerait que tous les enfants, qu'ils soient forts ou faibles, progressent à peu près de la même manière là, pendant l'année scolaire. Ce qu'on observe pendant l'été, quand le robinet de l'école est fermé, c'est que la stimulation fournie par les familles et les communautés vont être beaucoup plus différentes et beaucoup plus marquées là, que pendant l'année scolaire. On observe des distinctions au niveau de l'organisation de la famille. Ce n'est pas toutes les familles qui vont savoir à l'avance quelles vont être leurs périodes de vacances ou est-ce qu'ils auront accès à des périodes de vacances. Est-ce qu'on est capable d'inscrire les enfants à des activités, organiser, donc planifier l'été? C'est un défi qui est plus important pour les familles défavorisées.
La disponibilité des parents également, donc si les parents doivent combiner 2 emplois pour réussir à subvenir aux besoins de leur famille, ils vont avoir moins de temps disponible pour faire des activités stimulantes avec leurs enfants. La participation donc à ces activités-là, et pour les adolescents, on parle davantage d'un isolement social, donc des ados qui vont avoir moins de contact avec leur père pendant l'été, ce qui pourrait expliquer le déclin dans leur santé mentale là, au moment du retour en classe. La théorie de l'opportunité d'apprentissage, elle repose sur 2 principes. Vous allez voir, c'est très complémentaire avec la théorie du robinet. En fait, le premier, c'est que les apprentissages scolaires ne se font pas uniquement à l'école. Et le second principe, c'est que les opportunités d'apprentissage vont varier entre les familles, beaucoup plus qu'entre les écoles. Donc, voyons ces 2 principes-là, un à la fois. Au niveau des opportunités d'apprentissage, cette théorie-là, elle dit que la façon d'apprendre et de faire des activités de lecture et de mathématiques, ce n'est pas uniquement assis à un pupitre avec un papier et un crayon. Donc, il y a vraiment un éventail de moyens par lesquels les enfants peuvent apprendre. Lorsqu'on amène notre enfant au zoo, par exemple, il peut faire une activité de lecture sans même s'en rendre compte parce qu'il va tenter de déchiffrer le nom des animaux qui sont inscrits sur les différents panneaux d'interprétation. On peut aussi lui demander de compter le nombre de bébés ratons laveurs qu'on voit dans l'enclos. Donc, ce sont des activités de mathématiques qu'on va faire bien malgré nous et de manière assez spontanée, surtout avec les enfants les plus jeunes. C'est assez rare qu'on va faire le théorème de Pythagore avec notre adolescent de manière spontanée sans l'avoir planifié. Par contre, les adolescents bénéficient eux aussi d'activités stimulantes pendant l'été et on peut imaginer un adolescent pour qui on a planifié une activité de canot et qui va se familiariser avec certains principes de la physique en essayant d'équilibrer son canot, de bien placer les bagages, par exemple, à l'intérieur pour que le canot soit en équilibre. Donc, il y a des activités qui fournissent des opportunités d'apprentissage, même s'ils ne sont pas liés spécifiquement à une notion papier-crayon. Et donc, la théorie de l'opportunité d'apprentissage nous explique que les différences dans les opportunités qui sont fournies par les familles sont beaucoup plus grandes que les différences entre les opportunités offertes par les écoles. Donc, ici, on voit en gris les distinctions entre les familles favorisées et défavorisées qui sont très grandes et qui sont particulièrement visibles pendant l'été. Et les différences entre les écoles qui offrent un environnement exceptionnel et très, très stimulant et les écoles plus régulières, la différence, il y en a une, mais elle est de moins grande ampleur. Donc, ça expliquerait que les différences, on les voit moins pendant l'année scolaire, mais qu'elles émergent davantage pendant l'été alors que les enfants sont dans leur milieu avec leur famille et leur communauté. Maintenant, quels sont les facteurs de risque supplémentaires engendrés par la crise sanitaire? Il y a d'abord le défi des tout-petits. En septembre prochain, les écoles vont accueillir les enfants qui vont commencer la maternelle et ces enfants-là vont avoir vécu une période préscolaire passablement différente des cohortes précédentes, notamment en ce qui concerne la stimulation et la socialisation. Il y a possiblement des enfants qui ont eu moins d'opportunités de se développer à cause de la crise sanitaire. Et donc, l'écart dont je vous parlais au départ, qui distingue certains enfants plus forts et plus faibles, on a des raisons de croire que cet écart-là va être encore plus marqué au début de la prochaine année scolaire, alors que certains enfants vont avoir été privés d'activités de stimulation ou d'opportunités de socialisation. Par exemple, certains milieux communautaires ont dû revoir leur offre de services. Il y a des maisons de la famille qui n'ont pas offert les mêmes activités qui étaient offertes habituellement. Il y a des familles qui vont s'être davantage repliées sur elles-mêmes en raison de la crise sanitaire pour ne pas contracter le virus. Et donc, leur enfant aura peut-être eu moins d'occasion de socialiser avec d'autres. Et vous pourriez donc observer en septembre prochain là, des enfants qui entrent à la maternelle avec des profils vraiment différents. Pour ce qui est de la transition à la maternelle, encore là, les activités ont dû être adaptées. Certaines ont été carrément annulées et d'autres ont été modifiées. Donc, pour certaines écoles, habituellement, il y avait une visite des lieux. Là, on propose une autre activité qui pourrait être, par exemple, d'envoyer des photos des classes pour que les enfants se familiarisent avec l'endroit. Et donc, la transition pourrait représenter un défi supplémentaire là, en raison de cette préparation-là qui est un peu différente cette année en particulier.
Au niveau de l'année scolaire qui vient et qui est sur le point de se terminer, en fait, il y aura eu des interruptions plus longues et plus fréquentes. Donc, vous avez ici illustré une année scolaire régulière avec les rectangles bleus qui illustrent les pauses habituelles dans l'année scolaire. Donc, le premier étant la pause de l'été, les vacances de Noël, la semaine de relâche, et ensuite, on reprend avec une autre pause de l'été. Pour l'année 2020-2021, en fait, la pause a été passablement devancée pour beaucoup d'élèves qui ne sont pas du tout retournés à l'école au printemps dernier. Il y a eu possiblement plus d'interruptions pendant l'année, soit parce qu'une classe a été fermée, soit parce qu'un élève lui-même a dû s'isoler pendant un certain temps en raison de symptômes ou d'un contact avec une personne infectée. Donc, il y a eu plus de pauses et les pauses ont été plus longues. On peut donc anticiper que ce qu'on observe généralement dans le recul estival, bien, on l'observe aussi en lien avec ces pauses-là qui ont été plus nombreuses et plus longues. On voit aussi une disparité dans les ressources. Donc, pendant les moments de pause, plus spécifiquement, certains enfants ou certains adolescents vont avoir bénéficié de plus de soutien, donc des meilleures conditions d'apprentissage qui sont liées notamment au matériel informatique qui était disponible, à la qualité du réseau Internet dans leur région, même à l'aisance de leurs enseignants et enseignantes avec la technologie là, pour faire l'enseignement à distance et la disponibilité des parents pour assurer une supervision au moment de cet enseignement à distance-là. Donc, on a une grande disparité entre les enfants dans le vécu qu'ils auront eu dans leur apprentissage à distance et donc, ça pourrait être source encore d'inégalités et creuser encore plus le recul estival pour certains enfants en particulier. On remarque aussi particulièrement chez les adolescents une disponibilité des apprentissages qui est moindre en raison notamment de la détresse psychologique des adolescents. Donc, les adolescents ont vécu une réduction de leurs contacts sociaux, une réduction des activités culturelles et sportives qu'ils pouvaient faire pendant la période de pandémie. Ils ont augmenté leur temps d'écran et ils ont peut-être eu moins accès aux ressources non liées à l'apprentissage à l'école. Donc, par exemple, des soins infirmiers, le soutien psychologique. C'est des choses qui, pour certains adolescents, vont avoir été moins accessibles. Et donc, nos adolescents se retrouvent avec une fragilité au niveau de leur santé psychologique, ce qui les rend moins disponibles à apprendre. Donc, ils peuvent être bien assis dans la classe, mais pas tout à fait disponibles pour recevoir l'enseignement qu'on veut leur offrir. Il y a aussi le fait que certains élèves présentaient des difficultés avant la pandémie et que ces difficultés-là peuvent être exacerbées par l'enseignement à distance. Donc, si on pense à des élèves qui ont un déficit d'attention, par exemple, mais on peut se retrouver avec des élèves pour qui l'apprentissage en ligne a été beaucoup plus difficile. Donc, ce qu'on retient du lien entre la pandémie et le recul estival, en fait, c'est qu'on s'attend à avoir en septembre prochain des reculs qui seraient plus marqués. On s'attend à ce que les inégalités entre les enfants soient encore plus évidentes qu'à l'habitude et que certainement ces enfants et ces adolescents-là auront besoin de soutien au moment de la prochaine rentrée scolaire. Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter cet écart-là entre les enfants? Je vous présente quelques pistes d'action, d'abord en prévention, au niveau de la stimulation pendant l'été et certaines pistes qui concernent davantage le milieu scolaire. Donc, au niveau de la prévention, je le mentionnais tout à l'heure, il y a certaines des inégalités qu'on observe qui prennent source dès la petite enfance et qui sont présentes dès la maternelle. Alors, soutenir les parents des jeunes enfants dans leur rôle parental, offrir des activités stimulantes aux tout-petits, offrir des services de garde de qualité, s'assurer qu'ils soient accessibles, notamment pour les familles les plus défavorisées, et préparer la transition vers la maternelle. Ce sont des moyens qui peuvent être efficaces là, auprès des tout-petits pour éviter justement qu'ils n'entrent à l'école avec déjà un retard par rapport à leurs camarades. Pour la stimulation estivale, en fait, on va favoriser l'accès aux ressources pour toutes les familles. Donc, il existe déjà un paquet de choses qui permettent de stimuler les enfants pendant l'été, les bibliothèques, les camps de jour, les installations sportives et culturelles, mais il y a certainement un enjeu d'accessibilité pour les familles les plus défavorisées ou les familles les plus éloignées. Je vous parlais tantôt du contexte rural. En fait, il faut penser à ces obstacles-là quand on organise des activités parce que si les enfants ne sont pas capables de se déplacer vers l'activité, on ne pourra pas avoir les effets bénéfiques là, que l'activité peut apporter. Donc, c'est vraiment un enjeu important, l'accessibilité.
On peut mettre en place des activités d'apprentissage estival. Il en sera question tout à l'heure avec nos partenaires du Collège Frontières, mais je vous présente ici l'exemple des écoles franco-ontariennes où ils ont mis sur pied une école d'été qui durait de 2 à 4 semaines, où les enfants étaient placés en groupe d'environ 15 élèves. C'était des élèves de première à troisième année. Ils étaient animés par un enseignant et une personne qui l'assistait. Et ils faisaient des activités intensives en lecture 45 minutes dans la journée et des activités de loisirs pour le reste de la journée. Donc, ce qu'ils ont observé dans cette étude-là, c'est qu'il y avait des gains dans les compétences en lecture pour tous les enfants qui ont participé à l'intervention, mais que les gains étaient encore plus marqués pour les élèves qui ne parlaient pas uniquement français à la maison. Donc, on voit ici en bleu là, les élèves qui étaient francophones, donc qui parlaient français à la maison, qui se sont améliorés par rapport aux élèves ici en bleu, francophones aussi, mais qui n'ont pas participé à l'intervention. Et ce qu'on remarque, c'est que c'est les élèves anglophones en rouge ou les élèves qui parlaient et français et anglais à la maison en jaune, mais eux se sont beaucoup plus améliorés que les élèves des mêmes milieux, mais qui n'ont pas participé à l'intervention ici de ce côté-ci du graphique. Donc, c'est un exemple d'intervention qui a montré une efficacité là, assez importante, notamment pour les élèves qui n'étaient pas francophones. Donc, pour la stimulation estivale, bien, ce qui est important de retenir, c'est que pour que les programmes soient efficaces, il faut miser sur l'accessibilité. On peut avoir la meilleure intervention du monde, mais si les enfants ne s'y rendent pas, si les obstacles sont trop nombreux pour que les jeunes y participent, on n'aura pas les effets escomptés. Il faut que ça se passe dans le plaisir. L'été, c'est associé à un moment de repos, de détente, de vacances, et il faut que les activités qu'on propose aux jeunes soient faites dans le plaisir, surtout pour les enfants qui présentent des difficultés d'apprentissage, pour qui le mot « école » résonne souvent avec problèmes, difficultés, échecs, et on ne veut pas du tout que nos activités qu'on va proposer à ces jeunes-là aient la même résonance. Donc, je vous encourage à éviter le terme « école d'été » qui peut être assez réfractaire là, pour certains enfants qui n'ont pas un vécu si agréable à l'école et pour qui il y a une connotation qui est plus négative. Donc, on veut vraiment miser sur le plaisir dans les activités qu'on va proposer aux enfants et aux adolescents pendant l'été. On veut miser sur la durée également. Là. Une activité ponctuelle, une seule journée, va rarement avoir des effets intéressants là, sur l'apprentissage. La qualité de l'enseignement qui va être offert va jouer un rôle aussi. On veut miser sur la continuité, donc s'assurer que les apprentissages qu'on vise dans nos activités sont cohérentes avec le programme scolaire, mais aussi avec le niveau d'habileté des enfants à qui on l'offre. Et finalement, favoriser la collaboration entre plusieurs partenaires. Là, ça donne des programmes qui sont plus efficaces. On veut aussi soutenir ces élèves-là dans le cadre du milieu scolaire. Donc, le rôle que le milieu scolaire peut jouer, ça peut être de soutenir les parents et les organismes communautaires qui, eux, vont œuvrer auprès des enfants pendant l'été. Et dans quelques instants, je vous présente l'exemple de l'intervention par texto qui a été développée aux États-Unis. Il faut évidemment, dans les milieux scolaires, prévoir des mesures de soutien et de rattrapage au mois de septembre, hein, surtout cette année, dans le contexte où les reculs pourraient être encore plus marqués. Et certains chercheurs vont même jusqu'à recommander de revoir le calendrier scolaire. Donc, jusqu'à présent, les études ne sont pas assez nombreuses pour qu'on puisse vraiment recommander un calendrier en particulier, mais plusieurs réfléchissent à des solutions comme raccourcir la période estivale ou bien répartir de manière plus égale les semaines de vacances à l'intérieur de l'année scolaire, donc ce qu'on appelle un calendrier annuel. Ou d'autres encore ont suggéré d'augmenter le nombre de jours de classe ou d'augmenter le nombre de minutes d'enseignement par jour. Toutes ces solutions-là sont allées au stade d'ébauche dans la mesure où on n'a pas les données scientifiques nous permettant d'affirmer avec certitude qu'un calendrier serait mieux qu'un autre, mais il y a certainement une réflexion à y avoir de ce côté-là. Donc, je vous parlais d'une initiative américaine d'intervention par texto. En fait, c'est une commission scolaire ou un district scolaire
qui a mis sur pied une intervention où les parents s'inscrivaient et recevaient 18 textos pendant l'été, donc environ 2 par semaine, pour leur parler de la glissade de l'été et de la lecture. Donc, on leur donnait des informations sur les ressources disponibles dans leur communauté, des suggestions de lecture ou d'activités à faire avec leur enfant et aussi des informations sur le recul estival et sur pourquoi la lecture est si importante, même pendant l'été. Ce qu'on a observé avec cette intervention-là, c'est qu'il n'y avait pas eu d'effet chez les plus jeunes. Donc, les élèves de première, deuxième année, on n'a pas observé d'effet marqué au niveau de cette intervention-là, mais il y avait un effet important au niveau des élèves de troisième et quatrième année. Donc, la plupart des enfants ici se situent au-dessus du 0, ce qui nous marque une amélioration de leur capacité en lecture suite à cette intervention-là par rapport aux enfants qui n'ont pas participé à l'intervention. Et ce qu'on voit aussi dans les autres données, c'est que cet avantage-là s'est maintenu tout au long de l'année scolaire. Donc, même à la fin de l'année scolaire, on observait encore les effets de l'intervention. Ceux qui avaient participé au programme étaient plus compétents là, au niveau de la lecture que ceux qui n'avaient pas participé au programme. Donc, finalement, comment rendre ces actions-là encore plus efficaces? Bien, il faut cibler les enfants qui en ont le plus besoin. Il faut favoriser l'accès aux programmes et aux interventions qu'on met sur pied, prévoir des moyens pour contrer les obstacles et s'assurer de l'adhésion des parents et de l'assiduité des enfants, donc de demeurer dans le plaisir pendant l'été. Et le petit mot de la fin, donc quoi retenir de cette présentation? Mais en fait, c'est qu'il y a beaucoup d'enfants qui vont perdre des acquis pendant la période estivale. Les enfants qui vivent en milieu défavorisé ou les enfants allophones sont les plus touchés et c'est eux qu'on devrait cibler d'abord et avant tout par nos interventions. Et finalement, bien, les moyens mis en place doivent avoir un caractère ludique pour assurer la présence et l'adhésion des enfants et des familles. Donc, ce qui complète la présentation de ce matin, on va être bien heureuse, Véronique et moi, de répondre à vos questions. Merci beaucoup, Jasmine, pour la présentation. Tout d'abord, je suis désolée, ils ont décidé de faire des travaux en même temps que le webinaire, donc c'est bruyant un petit peu. Je vais parler un petit peu plus fort. Donc, on va maintenant passer à la période de questions. Très intéressante présentation. On constate ici que l'apprentissage, comme tu le disais, n'est pas nécessairement avec un papier et un crayon, mais bien donc dans l'accessibilité, le plaisir, avec une certaine durée dans le temps. Donc, merci. Donc, Brigitte, j'aimerais voir avec toi, est-ce qu'il y a des questions pour nos conférencières? Oui, nous avons une question qui demande par rapport aux jeunes qui sont un peu plus vieux. La question, c'est est-ce que les données quant à la transition secondaire collégiale, est-ce qu'il y a des données par rapport à la transition secondaire collégiale? À ma connaissance, il y a vraiment eu très, très peu de recherches qui se sont faites sur les adolescents et le passage secondaire collégial a fait l'objet de très peu d'études. Là où on peut avoir des hypothèses par rapport à cette relation-là, c'est qu'effectivement, on remarque certains reculs au moment de la transition primaire-secondaire. Donc, on peut imaginer qu'il y aurait peut-être un certain recul aussi au niveau de la transition secondaire collégiale. Mais pour l'instant, les données de recherche se sont vraiment concentrées sur les enfants les plus jeunes. Oui, si je ne me trompe pas, Jasmine, dans la littérature que Jasmine a recensée, c'est comme si plus les enfants sont vieux, moins il y a d'informations. Fait qu'il y en a un petit peu sur la transition primaire-secondaire, mais plus on avance dans le temps, moins il y en a. Puis plus ça peut devenir complexe à mesurer aussi, parce que je pense qu'une des raisons pour laquelle on a moins d'informations à mesure que les jeunes avancent en âge, bien, c'est aussi au début du primaire, comme mesurer les acquis en lecture, c'est ça, les objets. Bien, c'est plus facile d'avoir de vraiment pouvoir mesurer avant puis après l'été est-ce que les acquis en lecture se sont maintenus, mais comme à mesure qu'il y a un avancement aussi dans les niveaux scolaires, bien, savoir s'il y a eu un recul ou pas un recul quand les notions deviennent plus complexes, qu'on apprend par exemple les notions de composition ou tout ça, bien, c'est plus difficile à capter aussi comme phénomène. Fait que je pense que ça explique en partie pourquoi on en sait plus sur les plus jeunes comparativement aux plus vieux. Je pense aussi, Véronique, qu'il y a un enjeu au niveau de la complexité des apprentissages. Donc,
plus les adolescents font des apprentissages qui sont complexes pendant l'été, moins ils sont susceptibles d'être exposés de manière spontanée à ce type d'apprentissage-là pendant l'été. Et donc, on a certaines hypothèses qu'il y aurait un recul plus égal chez tous les adolescents puisqu'ils vont à peu près tous ne pas faire d'accord du participe passé pendant la période estivale. Et donc, ils vont tous reculer un peu plus de la même manière. Et donc, il y aurait un recul, mais peut-être moins inégal là, au niveau des apprentissages, mais certainement un recul plus inégal au niveau de la santé mentale. Merci. Brigitte, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, alors, pardon. Une autre question, est-ce qu'il y a des chiffres plus approfondis quant aux enfants allophones? Des chiffres plus approfondis, en fait, les études montrent de manière assez générale que les enfants qui ne parlent pas à la maison la même langue que la langue d'enseignement vont être particulièrement touchés par le recul estival. Donc, il y a eu passablement d'études qui ont été faites là, à ce sujet-là. On est assez confiant d'affirmer que ces enfants-là seront plus touchés par le recul estival, effectivement. Mais tu sais, encore une fois, peut-être qu'ils ont fait des gains dans leur langue, dans la langue de leur famille aussi pendant l'été, mais évidemment, les mesures ne capteront pas ça parce que ça va être des mesures, par exemple, en lecture dans la langue d'enseignement. Fait que c'est toujours relatif aussi. Là. Ils ont reculé sur la langue d'enseignement peut-être parce qu'ils ont été moins exposés durant l'été, mais ils ont peut-être fait d'autres apprentissages aussi qu'on ne capte pas. Donc, c'est peut-être à garder en tête aussi quand on interprète ces résultats-là. Et pour une autre question, il y a du monde qui se demande s'il pourrait avoir plus d'informations sur le programme Texto ou est-ce qu'on peut aller chercher de l'information sur ce programme-là? Oui, dans la présentation, vous allez trouver la référence là, qui est dans les textes à la fin. Donc, je n'ai pas illustré la liste des références, mais vous l'aurez dans la présentation qui sera disponible sur le site du Réseau Réussite Montréal. Donc, vous pourrez aller lire. L'étude est en anglais, malheureusement, mais il y a donc un peu plus de description de cette intervention-là. Puis aussi, parfois, je ne sais pas, Jasmine, si tu le sais, mais des fois, les textes scientifiques sont difficiles d'accès quand on n'est pas à l'université. Mais si jamais la référence n'est pas accessible, n'est pas disponible en libre accès, vous pouvez nous écrire un courriel à nos adresses personnelles aussi. Puis nous, c'est possible d'envoyer le PDF. On ne peut pas le mettre en ligne là, à cause de raisons de droit d'auteur puis le rendre accessible à tout le monde. Mais si vous nous écrivez personnellement, ça, c'est correct. Là, on peut faire parvenir le PDF aussi s'il y a de l'intérêt pour avoir davantage de détails sur cette étude-là. Merci. Je me permettrai de peut-être jumeler deux questions. Il y en avait une qui est relative à l'implication du milieu scolaire là, pour contrer le recul estival, mais il y en a une autre qui disait aussi, est-ce que les ressources ont un effet plus prononcé lorsqu'ils sont véhiculés par les parents ou des ressources externes comme des organismes? Donc, qui ont un rôle à jouer là, pendant cette période? Oui, je pense que le rôle, il est bien réparti dans la mesure où tous ceux qui s'investissent auprès des jeunes, qu'ils soient les parents ou qu'ils soient d'autres ressources, ont certainement un rôle à jouer pour offrir des activités stimulantes pour les jeunes. Donc, il ne faut pas mettre trop de pression ni sur un ni sur l'autre dans la mesure où tout le monde fait son possible avec les contraintes qui lui sont données. Mais oui, il y a des effets qui sont apparents, là, quelle que soit la modalité d'intervention. Là. Merci. Brigitte, est-ce que tu avais noté une autre question pour la dernière minute? Brigitte, je ne t'ai pas entendue. Oui, désolée, le micro était fermé. C'était la question. Est-ce qu'il y a des données sur les mesures universelles versus ceux qui sont ciblés pour les jeunes vulnérables et les jeunes en difficulté? Des données qui montreraient qu'une intervention est plus efficace qu'une autre, par exemple. En fait, de manière générale, des interventions qui sont ciblées et donc qui vont chercher spécifiquement les enfants qui sont les plus touchés
par le recul estival vont montrer des effets qui sont plus grands juste parce que ces enfants-là étaient plus susceptibles de reculer donc, pendant l'été. Je pense que tous les enfants vont bénéficier des interventions qu'on met en place, mais c'est important d'aller chercher ces enfants-là qui sont les plus touchés par le recul estival, justement pour pas qu'ils se retrouvent un peu laissés derrière, là. Donc, effectivement, les mesures ciblées vont être vraiment importantes. Ben, en fait, juste pour renchérir sur ce que Jasmine dit, je référerais à la théorie du robinet que Jasmine a présentée. C'est que, il y a des enfants qui ont déjà accès à tellement de choses puis qui font tellement d'affaires qu'en faire un petit peu plus, ça ne va pas changer leur vie, là. Mais il y en a pour qui c'est vraiment plus limité, les activités auxquelles ils ont accès. Puis quand, là, tout d'un coup, ils se mettent à avoir accès à quelque chose d'enrichissant qui vient vraiment meubler leur été, bien, ça peut vraiment faire une grosse différence pour eux. Donc, ça, c'est pour ça que c'est pas que c'est mauvais pour ceux qui sont peut-être plus favorisés de leur donner ça, ils vont en profiter aussi, mais ça ne viendra pas vraiment faire une grosse différence, alors que pour ceux qui en ont vraiment le plus besoin, bien, c'est pour ça que Jasmine soulignait vraiment l'importance de l'accès, puis je pense que c'est là qu'on peut faire la plus grosse différence finalement. Donc, l'importance des opportunités d'apprentissage. Donc, merci encore, Jasmine et Véronique, pour cet apport. Justement, en parlant d'opportunités d'apprentissage, je vais maintenant introduire les conférencières qui vont nous en dire davantage sur le plan de la pratique, justement. Et donc, Mélanie Valsin, directrice régionale pour le Québec, le Nunavut et les provinces atlantiques chez Collège Frontières. Mélanie, qui est notamment responsable de la mise sur pied d'initiatives communautaires qui visent le développement des compétences des nouveaux Canadiens, des membres des Premières Nations et Inuits. Elle collabore également avec diverses industries pour mettre en place des programmes de développement des compétences essentielles en milieu de travail aux 4 coins du pays. Puis Mélanie siège également sur les conseils d'administration des organismes alliés Les Princes de la rue et Execo. Elle est accompagnée de Joëlle Marion, gestionnaire des programmes du Sud du Québec chez Collège Frontières. Depuis 2001, Joëlle est ambassadrice des valeurs de l'organisme qui prône le développement des compétences en lecture et en écriture tout au long de la vie. Elle travaille de concert avec les organismes communautaires qui œuvrent auprès des familles vulnérables et elle a mis sur pied notamment de nombreux programmes qui font la promotion du plaisir de lire et d'apprendre chez cette clientèle. Pour vous situer un petit peu plus, là, qui est le Collège Frontières, en fait, le Collège Frontières a été fondé en 1899, rien de moins. Donc, c'est un organisme pan-canadien d'alphabétisation. Depuis 2005, le Collège Frontières organise notamment des camps de littératie en collaboration avec les communautés des Premières Nations afin de contrer la perte des acquis scolaires durant l'été. C'est des milliers de jeunes de plus d'une centaine de communautés différentes qui participent chaque été à ces camps de jour où les jeux de littératie et de numératie sont à l'honneur. Et depuis quelques années, le Collège Frontières collabore puis met en place des initiatives dans diverses régions au sud, au Québec, pour faire rayonner ce savoir. Donc, Mélanie et Joëlle ont une forte expertise dans l'organisation d'activités qui favorisent le maintien des acquis par le jeu, en particulier durant la période de l'été. Donc, Mélanie et Joëlle, merci d'être avec nous et je vous cède la parole. Merci, Marie-Pierre. Merci, Marie-Pierre. Bonjour tout le monde. Nous sommes très heureux, Joëlle et moi, de nous retrouver parmi vous aujourd'hui pour parler de littératie estivale. Ce matin, on a un petit 15 minutes là, pour vous présenter différentes façons d'intégrer en fait la littératie dans des activités existantes afin de vous donner des pistes d'intervention, de solutions là, qui pourraient contribuer à freiner la perte des acquis en lecture pendant l'été. Comme le disait Marie-Pierre, nous, on va vraiment puiser nos exemples dans notre modèle de camp de littératie, le modèle de camp de littératie de notre Collège Frontières, qui c'est une aventure, en fait, qui a débuté là, il y a 15 ans dans le nord et le grand nord du pays, et puis qu'on exporte tranquillement vers le sud là, du pays ou des provinces, en fait. Et puis donc, pour débuter, on vous propose de tester vos connaissances avec Joëlle, qui va être l'hôte de notre jeu questionnaire sur la littératie estivale. À toi, Joëlle. Merci, Mélanie. Donc, le jeu est très simple, c'est des vrais ou faux pour tester vos connaissances. Nous en avons seulement 2 petites questions pour vous. Vous allez voir un sondage apparaître et vous avez quelques secondes pour y répondre. Donc, la première question, c'est pour maintenir les compétences, leurs compétences, les enfants devraient lire au moins 60 minutes par jour. Est-ce que c'est vrai ou faux? La plupart des gens pensent que c'est faux. Allons voir la bonne réponse.
Et effectivement, 60 minutes par jour, ce n'est pas nécessaire. On parle plutôt d'une quinzaine de minutes par jour pour avoir un impact positif là, sur le maintien des compétences en lecture. Tant mieux si c'est plus, évidemment. Par contre, on rappelle toujours qu'il ne faut pas se priver. Si quelqu'un pense qu'il n'est pas capable de faire vraiment 15 minutes par jour, mais chaque minute compte, chaque minute est importante, alors c'est un objectif à atteindre, mais il ne faut pas se priver d'essayer, même si on pense qu'on ne peut pas avoir les 15 minutes. Puis, comme le mentionnait aussi tout à l'heure, très justement, Jasmine, le principe du plaisir dans ces 15 minutes-là est très important. Donc, je vous suggère de ne pas sortir de chronomètre pour minuter la lecture. Il faut vraiment essayer de simplement varier les occasions et varier les choix pour que tous les enfants puissent prendre plaisir à lire durant l'été. Donc, notre prochaine question, c'est est-ce que les enfants devraient lire, vrai ou faux, les enfants devraient lire une vingtaine de livres au cours des vacances d'été? On va avoir le sondage pour la deuxième question. Merci. Donc, vrai ou faux, est-ce que les enfants devraient lire une vingtaine de livres au cours des vacances d'été? Ça nous prendrait une petite musique de quiz. La plupart des gens pensent que c'est faux. À 89 %, on pense que c'est faux. Allons voir. Effectivement, vous aviez majoritairement raison. La recherche nous indique que c'est plutôt 5 livres de son niveau scolaire, la lecture de 5 livres au cours de l'été, qui permet de préserver ses acquis. C'est un modèle c'est un nombre qui est facilement réaliste et assez atteignable, 5 livres, à condition d'avoir accès à des livres, à des occasions de lire, puis d'avoir des modèles positifs de lecteurs autour de nous pour nous motiver à le faire. C'est là que le milieu intervient. Donc, bravo, vous avez super bien réussi le jeu questionnaire. Je suis fière de vous. Et Mélanie, maintenant, va vous présenter quelques pistes pour nous aider à favoriser justement la littératie et la numératie qu'il ne faut pas oublier pendant l'été. Merci, Joëlle. Oui, on vient de parler de lecture, de minutes de lecture, de nombre de livres nécessaires là, pour contrer la perte des acquis en lecture pendant l'été. Mais la littératie puis la numératie estivale, ce n'est pas qu'une question, en fait, de lecture de livres et de magazines, en fait, de textes suivis. Bien sûr, on parle beaucoup, là, ça a été dit dans la présentation de Jasmine et Véronique, on parle beaucoup d'intégration et de valorisation, en fait, de la numératie puis de la littératie dans des activités qui existent déjà. On parle aussi de rendre la lecture accessible à tous. On le sait, dans certains milieux, les bibliothèques scolaires vont être fermées, bien sûr, potentiellement des bibliothèques communautaires aussi ou même publiques. Donc, il faut trouver des moyens de rendre les livres accessibles à tous en, par exemple, créant des trousses de lecture, en les mettant à disposition là, pour les enfants et les jeunes. On essaie aussi vraiment de démocratiser la lecture. Donc, peu importe le niveau des enfants avec qui on intervient, on veut vraiment justement se mettre à leur niveau. Donc, si un enfant qui a des difficultés en lecture, par exemple, durant l'été, s'assoit, feuillette des livres et regarde des images et les commente, c'est vraiment mieux que pas d'intervention du tout. Donc, on se met au niveau des enfants afin de démocratiser la lecture. Puis, c'est très important, encore une fois, Jasmine et Véronique l'ont mentionné plus tôt, il faut travailler en partenariat. Ça peut être très simple de mettre à disposition des activités de littératie et de numératie pour les enfants, mais on ne veut pas se mettre trop de pression non plus. Puis, si on travaille en partenariat avec des bibliothèques, des centres communautaires, les maisons des jeunes, bien, en fait, la répartition des activités repose sur ou bien plutôt le succès des activités repose sur plusieurs partenaires, puis c'est habituellement une combinaison plus gagnante. Et finalement, c'est très important d'évaluer notre impact. Mais quand on parle d'évaluation de l'impact, on le sait souvent, ça vient un peu avec un stress. On n'a pas beaucoup de moyens, on n'a pas nécessairement non plus des compétences en recherche aussi poussées que celles de Jasmine et Véronique. Donc, on va vous proposer dans quelques minutes aussi là, des façons d'évaluer les impacts d'activités de littératie et numératie, mais de façon très simple,
informel, mais avec beaucoup mais de façon consistante en même temps. Voilà. Donc, Joël, je crois que tu vas nous parler un peu justement de l'exemple de Lire au camp, une initiative qu'on a mis en place à Montréal, Québec et Sherbrooke au cours des dernières années. Oui, donc c'est un exemple qui est vraiment très concret de comment est-ce qu'on peut travailler avec les milieux pour offrir des occasions de lire et de compter durant l'été. Donc, on commence pour Lire au camp. Ce qu'on a proposé, c'est des formations pour les coordonnateurs et les animateurs de camps sur la littératie et la numératie. On a aussi participé à créer et distribuer des trousses de littératie pour outiller les camps, donc rendre les livres accessibles, souvent en collaboration aussi avec les bibliothèques. On a aussi offert des modélisations dans les camps de jour pour aller au-delà de la formation puis montrer comment est-ce qu'on peut animer ça de façon ludique, une activité, une lecture. Puis, on est toujours en travaillant, je l'ai dit, en partenariat. Puis, on fait toujours aussi une évaluation de l'impact. C'est vraiment un modèle qui nous permet de rejoindre un grand nombre d'enfants, étant donné qu'il y a beaucoup de jeunes qui fréquentent déjà les camps de jour. Et aussi, ça permet aux adolescents, aux jeunes moniteurs de continuer aussi à lire puisqu'ils deviennent en même temps les modèles pour les enfants. Donc, on est capable d'agir à deux niveaux avec cet exemple-là. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très structuré, mais la clé pour rendre la lecture attrayante et ludique, c'est de créer une petite atmosphère, de réussir à sortir l'idée que la lecture, c'est quelque chose qu'on doit faire à l'école ou seulement à la bibliothèque. Donc, ça fait partie des préconceptions, hein, la lecture, mais c'est un devoir. C'est quelque chose que je fais à l'école. Donc, ce qu'on veut, c'est vraiment sortir le livre de son milieu et l'utiliser comme accessoire, comme jeu là, dans notre vie de tous les jours. Donc, comme une image vaut 1000 mots, je vais laisser Mélanie vous en présenter quelques-unes des façons de rendre la lecture un peu plus attrayante. Donc, on dit que pendant l'été, on lit partout. Ici, on est dans un champ assis sur un pneu, puis on est en train de relaxer peut-être après le moment de la collation. On est dans un petit camp de jour ici, là, dans le nord du Québec, et puis voilà, on rend la lecture accessible. Ici, encore une fois, on veut montrer la simplicité. On est dans une école peut-être ou un centre communautaire, mais on prend des vieux draps, on met des petites lumières de Noël, puis ça fait un coin de lecture invitant avec les livres, encore une fois, mis à disposition à la hauteur des enfants. Qui ne veut pas aller se reposer et relaxer avec un livre après une activité physique assez demandante dans ce type de coin-là? Ben, en tout cas, moi, j'irais même présentement. Là, je te laisse continuer, Joël. Voilà, ici, on voit encore une fois de la lecture en paire pendant un camp de jour. On est sûrement en fin de matinée avant le lunch. Donc, encore une fois, un petit coin de lecture bien invitant. Je ne sais pas si on en a un autre aussi. Ah oui, bien celui-là, bien sûr, quand je vois ceci, je me dis, bon, ces photos, vous comprendrez bien qu'elles ont été prises avant la pandémie, bien entendu. Mais là, je ne sais pas si on voit les enfants, mais ici, on a utilisé du matériel du gymnase, du centre communautaire ou de l'école pour faire un fort de lecture, puis les enfants s'y plaisent beaucoup. Voilà. Merci, Mélanie. Puis, au-delà des livres, hein, on sait que la numératie et la littératie, ce n'est pas que de la lecture de textes suivis. Il y a aussi toutes sortes d'activités qu'on peut faire, des jeux qui vont aller solliciter nos compétences. La première suggestion qu'on fait, mais vraiment pour la lecture encore, c'est d'utiliser la collation comme un moment pour nourrir l'esprit autant que les bedons. Donc, si on en fait une routine, à chaque fois que c'est l'heure de la collation, on prend le temps de raconter une histoire, de lire une histoire à haute voix. Ça peut être toujours l'animateur ou chacun son tour aussi. Les enfants peuvent participer, les jeunes aussi, ou dans la famille, ça se fait tout aussi bien. Donc, c'est vraiment une petite routine qui est facile à intégrer. Puis, on n'oublie pas la collation, donc on n'oublie pas la lecture non plus. Sinon, les recettes, ce sont des super belles occasions de faire autant de la numératie que de la littératie. Les chasses au trésor, les courses à relais aussi, où est-ce qu'on va lire des indices, devoir déchiffrer des choses. Les herbiers, où on peut écrire, prendre des notes, mesurer, les journaux quotidiens, les mots musicaux aussi, qui est un jeu qui s'inspire de la chaise musicale. À ce moment-là, il s'agit de mettre des exemplaires de mots un peu partout, par exemple, dans un gymnase.
Et quand la musique joue, bien, on se promène, on danse, on bouge. Quand la musique s'arrête, on dit le mot chaise, par exemple, et les enfants doivent trouver le mot chaise et aller se mettre dessus. Et là, il n'y en aura pas assez pour tous les enfants, ce qui va nous permettre d'éliminer. Donc, il y a vraiment comme le concept de la chaise musicale, mais en utilisant des mots. Et une de mes activités préférées, c'est le scribe. C'est une course qu'on peut faire en équipe avec 3 joueurs. Il nous faut un scribe, un coureur et une statue. Notre statue prend une pose de statue. Le coureur va faire le relais entre la statue puis le scribe. Et le scribe doit écrire sur des petits post-it, par exemple, des mots qui désignent une partie du corps. Par exemple, la tête, un bras, une jambe, un genou. Le coureur prend un mot à la fois, va les coller à la bonne place sur sa statue, revient au scribe, ainsi de suite. Et à la fin de la partie, l'équipe qui a réussi à coller le plus d'étiquettes sur sa statue va gagner la partie. J'aimerais beaucoup pouvoir vous faire essayer ce jeu-là aujourd'hui. Vous verriez que ça met énormément d'ambiance dans toute rencontre. C'est quelque chose qu'on aime bien faire. Donc, c'est des petites activités qui ne sont pas compliquées, qui sont simples. C'est vraiment là-dessus qu'on veut mettre l'accent. Qu'est-ce qu'on peut faire dans la vie de tous les jours? Simplement se rappeler de tout ça puis le valoriser dans tout ce qu'on fait. Merci beaucoup, Joël, pour ces exemples. J'allais peut-être ajouter aussi que certains des exemples que tu as donnés, Joël, peuvent aussi, on peut aussi intégrer la numératie. Quand on pense à une chasse au trésor, oui, on peut déchiffrer des mots, des indices, mais aussi on peut faire des opérations mathématiques pour avoir une réponse. C'est la même chose pour, par exemple, le jeu de la chaise musicale ou plutôt des mots musicaux. On pourrait avoir des solutions, donc des chiffres répartis un peu partout dans un gymnase, puis on crée une opération mathématique et les enfants doivent la résoudre simple, bien sûr, pour ensuite aller se positionner là, sur la réponse de l'opération. Donc, voilà, la littératie et la numératie, c'est toujours très complémentaire, c'est facile à intégrer, comme on le disait, là, dans différentes activités. Maintenant, rapidement, si on parle d'évaluation de l'impact, nous, en fait, à Collège Frontières, ce qu'on fait pour évaluer l'impact de nos activités estivales, c'est qu'on fait habituellement des sondages pré- et post-été avec les enfants et les animateurs. Et nos sondages sont très simples. On parle de 3-4 questions. On ne veut pas sonder les enfants pendant 4 pages. De toute façon, ils sont tout petits, souvent. Mais donc, on veut surtout mesurer le changement d'attitude vis-à-vis de la lecture et non les connaissances et les compétences. On réserve ça pour le milieu scolaire. Donc, ici, on est dans la mesure de l'attitude vis-à-vis de la lecture. On évalue aussi toutes les modélisations qui sont réalisées par nos animateurs qui vont en fait compléter là, les formations qu'on offre en montrant aux animateurs comment une animation de lecture peut être réalisée, mais là vraiment en présence des enfants puis des campeurs. Puis donc, ça, c'est très simple. Un truc qu'on a souvent utilisé, nous, c'est qu'on a trois pots, par exemple, ou 3 seaux, puis on demande aux enfants de déposer un caillou à la fin de l'activité dans le seau. J'ai adoré, coup-ci, coup-ça, ou je n'ai pas aimé. Donc, on essaie là, d'utiliser du vocabulaire qui va leur parler. Mais donc, on utilise cette façon-là pour voir combien d'enfants ont vraiment apprécié l'activité. On leur demande souvent aussi verbalement, est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez, on va revenir dans 2 semaines, est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez faire? Est-ce qu'il y a un livre en particulier que vous aimeriez qu'on vienne vous lire? Donc, on leur demande de la rétroaction. On a aussi, nous, une matrice hebdomadaire des activités de littératie dans nos propres camps. Donc, on garde le nombre on enregistre en fait, on inscrit, le nombre de minutes de lecture, donc les minutes, le 15 minutes ou 20 minutes que dure une histoire là, quand on lit une histoire aux enfants, puis aussi les minutes qui sont de lecture en paire ou de lecture individuelle qui sont réalisées par les enfants. Et puis finalement, on fait toujours un décompte du nombre de livres qui ont été lus pendant l'été. Nous, on a trouvé un système qu'on appelle le baromètre de la lecture. Joël, si tu veux nous montrer quelques exemples, c'est un exemple tout simple qui peut être fait dans une famille, dans un centre communautaire, dans un camp de jour. En fait, nous, ce qu'on prône, c'est que, ou ce qu'on propose, c'est qu'un livre qui est lu à un groupe d'enfants ou à un enfant par un animateur ou un parent je m'excuse, là, ça défile. Voilà, va représenter, par exemple, ici, une grosse étoile. Donc, on trouve un coin dans le gymnase ou dans une salle de classe si on est à l'école ou un coin dans le salon
ou dans la cuisine. Et quand maman, papa ou un animateur nous lit une histoire, on va coller une grosse étoile. Quand j'ai lu un livre, j'ai terminé, je vais mettre une petite étoile. Donc, il y a plusieurs exemples ici. Là, ici, on avait le ciel étoilé. Ah oui, le fameux, la crème glacée ici. Ça, j'aime bien cette image parce que c'est une rivière vide au début de l'été qu'on avait mis dans un gymnase à Waskaganish, une communauté crie du nord de la province. Et vous voyez, à la fin de l'été, on a vu avant-après, à la fin de l'été, il y a plein de petits poissons et de gros poissons qui sont venus peupler la rivière. Chaque poisson représente un livre lu, bien sûr. Même chose encore ici pour le ciel étoilé, grosses et petites étoiles. Et ça, je pense que c'est mon préféré, un arbre en 3 dimensions où on vient coller ou apposer une pomme lorsqu'on lit en groupe et puis un petit hibou pour chaque livre lu individuellement. Donc, très simple. Les enfants peuvent même participer à créer le matériel pour le baromètre de lecture. Puis, à la fin de l'été, c'est facile pour nous de savoir combien de livres ont été lus. Voilà. Merci, Mélanie, pour les photos. Donc, pour conclure, ce qu'on voudrait vraiment rappeler, c'est l'importance de garder les activités simples puis accessibles pour réussir à obtenir une bonne participation, surtout quand on a des enfants qui sont particulièrement réfractaires ou des jeunes, varier les choix, puis de toujours rester dans le côté du jeu, dans le côté ludique. Mais si on a des beaux exemples qui sont complexes, mais il faut aussi se rappeler que toute petite initiative, toute petite activité va avoir un impact. Alors, on vous remercie beaucoup à l'avance pour toutes les activités que vous allez mettre sur pied cet été avec les enfants et les jeunes. Merci beaucoup, Joël et Mélanie, de votre présentation. On va maintenant passer à la période des questions. Donc, si vous ne l'avez pas fait tout de suite, si vous ne l'avez pas fait et que vous avez des questions, je vous invite à les noter là, dans le module QR pour que ma collègue Brigitte puisse les prendre. Brigitte, d'emblée, est-ce qu'il y a des questions? Oui, alors une première question. Dans le contexte de la pandémie, où les livres ne sont plus mis à la libre disposition des enfants, est-ce que vous avez des idées pour contourner ce défi? Il y a toujours les bibliothèques qu'on peut absolument fréquenter où est-ce qu'on peut commander des livres. Quand les bibliothèques sont moins accessibles, on peut tout simplement, après qu'un livre a été lu, le mettre en quarantaine pour une journée ou deux. Bien entendu, souvent se laver les mains avant et après avoir manipulé le livre là, pour favoriser là, en fait, diminuer le risque de partage des microbes. De toute façon, c'est une bonne initiative en tout temps. Et aussi, il y a plusieurs ressources en ligne. Même, c'est vrai que nos enfants sont saturés là, d'en ligne, mais il y a des comptes qui sont disponibles. Il y a vraiment là, toutes sortes de choses qu'on peut facilement retrouver. Et c'est l'occasion, je pense, de mettre l'accent sur toutes les activités autres que le livre. Donc, c'est vraiment aller chercher tout ce qu'on peut faire qui se fait sans le livre objet, vraiment, plutôt aller chercher des activités qui vont nous faire lire, qui vont nous faire jouer avec les mots. Je ne sais pas si Mélanie, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, merci Joël. Puis en fait, encore une fois, si on est un animateur, une animatrice, on a notre livre à nous qu'on présente aux enfants, on propose une activité de prolongement, donc une activité qui va être liée à la lecture pour vérifier la compréhension, par exemple, ou juste pour faire jouer les enfants. Mais on a le livre avec nous, il est manipulé par l'adulte simplement, mais les enfants en bénéficient puis peuvent ensuite faire une activité de littératie ou de numératie reliée à l'histoire qu'on vient de leur raconter. Intéressant. Alors, il y a des pistes particulières pour les adolescents d'activité? Mélanie, veux-tu y aller? Oui, d'accord, j'y vais. J'aimerais que tu nous parles des albums coup de poing après, Joël, mais oui. Donc, nous, ce qu'on prend pour... premièrement, ça a été dit déjà plus tôt, les animateurs des maisons des jeunes, souvent des camps de jour, sont des jeunes eux-mêmes, sont des ados, donc déjà de les former sur l'importance de la littératie puis sur comment faire de la littératie avec les jeunes et comment devenir des plus jeunes et comment devenir des modèles de lecteurs. Ça peut être super intéressant. Je voulais parler de ça 2 minutes, une petite seconde aussi, parce que tout à l'heure, on a parlé de la formation qui est offerte par Collège Frontières. On ne vous a pas dit que le contenu est extrêmement ludique. On n'entre pas du tout dans des considérations là, de théorie et tout de la lecture. On est vraiment dans... J'ai un groupe d'enfants devant moi.
je veux faire de la lecture avec eux et de la littératie estivale, qu'est-ce que je peux faire? Puis on leur propose des activités. Donc, il y a ça. Ensuite, bien sûr, tout ce qui est, vous le savez, les ados, la BD, la création de slam, faire des concours de slam où on doit manipuler les mots, les rimes. Tu sais, juste, j'ai un garçon de 16 ans, quand il me montre en ligne les concours de slam, j'ai envie d'embarquer. Donc, on peut leur projeter un peu un truc qui va venir les chercher au niveau du slam, du rap et tout. Et puis, on va ensuite, nous, organiser notre propre concours à l'interne. Je pense que ça, c'est souvent gagnant. J'ai parlé de BD, je crois, les mangas, tout ce qui est les animés, encore une fois, ça peut être super intéressant. Puis, je pense que, Joëlle, tu avais une série de lectures d'ouvrages à suggérer pour les ados. Nous, on aime bien utiliser une collection qui a été montée par une collection de différentes maisons d'édition qui a été développée par les bibliothèques de Montréal, si ma mémoire est bonne, donc qui ont été intitulés les albums Coup de poing. C'est des albums qui sont faits sous le format album pour enfants, des images, un peu de phrases, un peu de texte sur chaque page, mais les sujets qui sont abordés, ce sont des sujets qui frappent, d'où le nom, je pense, d'où le titre de cette collection-là. Donc, c'est des lectures qui sont faciles quand même, c'est-à-dire au niveau du niveau de lecture qui est demandé. Par contre, le sujet abordé n'est pas infantilisant. C'est vraiment quelque chose qui est plus mature, qui permet de faire réfléchir, d'ouvrir la discussion. Donc, c'est une ressource qu'on aime bien utiliser avec les ados et les jeunes adultes là, pour les inviter à lire puis leur montrer un contenu qui va un peu les brasser, puis je pense que tu vas essayer d'une belle méthode pour les motiver. Merci. Donc, Brigitte, est-ce qu'il y a une dernière question? Il y a plusieurs questions en ce qui rapporte avec la formation Lire au camp. Le monde voudrait savoir comment s'inscrire, combien de temps dure la formation? La formation est adaptée. Elle va durer environ 2h30. Où on est capable de la raccourcir un peu si, par exemple, on la donne en fin de journée à des animateurs qui ont déjà une journée d'animation derrière eux. Mais la bonne formation dure environ 2h30 quand on peut la donner au complet en prenant notre temps. On peut s'inscrire dans certaines régions là, en ce moment, dans la région en Estrie, dans la région de Montréal. On est en train de lancer nos calendriers, de se préparer à former. Dans la région de Québec, l'offre a déjà été faite et c'est déjà complet. Pour l'instant, on ne l'offre pas dans d'autres régions que ça, mais on est toujours intéressé. Là, si vous avez des propositions, des demandes, vous pouvez nous contacter et ça nous fera plaisir de discuter avec vous pour voir comment est-ce qu'on peut organiser ça. Puis ce qu'on peut proposer aussi, c'est à un certain point, c'est de former des formateurs afin que dans différentes régions, ça puisse continuer à grandir. Merci, donc Joëlle et Mélanie. Donc, effectivement, une belle formation. Puis après ça, bien, comme on le nommait pour le reste, bien, il y a toute l'accessibilité pour les organismes et les partenaires là, de développer des activités aussi là, autrement. Donc, d'amener le plaisir dans la littératie et la numératie. Donc, sortir du contexte académique et de profiter, par exemple, de la période estivale pour quand même parfaire les acquis. Donc, j'inviterai maintenant Jasmine et Véronique à ouvrir leur micro et leur caméra pour se joindre à nous. On est maintenant dans les bons temps, 10h13, pour avoir une douzaine de minutes là, pour question de discuter tous ensemble et d'échanger par rapport à ça. Donc, j'aimerais voir avec vous, est-ce que vous aviez d'emblée quelque chose à ajouter, là, Jasmine et Véronique, pour compléter ce que Joëlle et Mélanie ont apporté? Vraiment intéressant. Félicitations pour les initiatives. C'est vraiment, vraiment super inspirant. Merci. C'est tout ce que j'ai à dire. Je pense que ça permet de mettre des images puis des choses plus concrètes sur les données de recherche qui parfois sont un petit peu éloignées de la réalité là, puis qui ne sont pas toujours faciles à transposer en action. Donc, je pense que c'était vraiment complémentaire. Merci beaucoup. Moi, j'allais peut-être ajouter un petit point sur, je pense que c'est Véronique tout à l'heure qui parlait où il y a eu une question sur la langue parlée à la maison. Nous, dans nos camps, que ce soit dans le sud de la province ou dans le Grand Nord au Nunavik, on met vraiment de l'avant le bilinguisme, c'est-à-dire qu'on va vraiment déployer tous les efforts pour trouver des livres dans la langue maternelle des enfants. Des fois, c'est plus difficile, là, mais on valorise les acquis en lecture dans la langue maternelle et dans la langue seconde ou dans la langue d'enseignement, en fait, des enfants pour, justement, on est encore dans la motivation, l'attitude vis-à-vis de la lecture. Donc, c'est plus facile pour moi
de lire en Inuktitut. Je préfère que tu lises en Inuktitut que de te stresser avec l'anglais, par exemple. Donc, je voulais juste mettre ça de l'avant un petit peu. Et il existe, là, on parle du Nunavik, mais je veux dire, pour les populations de nouveaux arrivants dans le sud du Québec, il y a des albums, là, les albums du Crépuscule, je ne sais pas si vous connaissez, mais il y en a plusieurs qui sont traduits en français, espagnol. Je pense même qu'on est rendu à français, mandarin. En tout cas, il y a des livres qui existent, là, qui sont bilingues, qu'on peut utiliser pour s'assurer que les enfants aient accès à du matériel de lecture dans leur langue maternelle également. Oui, bien ça, en fait, ça pourrait être un sujet pour un futur webinaire, là, parce qu'il y a toute une littérature sur le bilinguisme, le fait de maîtriser plusieurs langues, puis les bénéfices auxquels ça peut être associé, parce qu'il y a une époque où on pensait que les enfants qui parlaient 2 langues étaient en retard parce qu'on mesurait leurs acquis juste dans une langue. Mais finalement, quand on considère l'ensemble de ce qu'ils maîtrisent comme vocabulaire, par exemple, mais là, finalement, on se rend compte que c'est un avantage, tu sais. Fait que c'est pour ça aussi, tantôt, que je disais que quand on se concentre juste sur la langue d'enseignement, il faut faire attention aussi là, chez les enfants allophones notamment. Oui, effectivement. La valorisation de la pluralité linguistique plutôt que de viser la francisation par le livre, là, c'est pas le... Effectivement, c'est très important. J'aimerais vous lancer un petit peu sur, selon vous, la ou les plus grandes difficultés justement pour contrer la perte des acquis ou qu'est-ce qui peut faciliter les actions, les éléments là, qui vous apparaissent à nommer? Quelque chose qui a été souligné, si je peux me permettre de commencer, quelque chose qui a été souligné par Jasmine tout à l'heure, c'est l'importance de rejoindre les enfants qui sont les plus vulnérables. C'est souvent ceux qui sont le plus difficiles à rejoindre aussi. Donc, par exemple, nos enfants qui ne participent pas au camp de jour, qui ne sont pas inscrits au camp de jour, qui viennent de milieux, qui vivent dans un contexte de vulnérabilité, c'est les enfants qu'on a le plus de difficultés à rejoindre. Puis à ce moment-là, ce que nous, on constate qui fonctionne bien, c'est vraiment de développer des partenariats le plus possible avec les milieux que les familles vont fréquenter là, déjà, plutôt que d'essayer de les convaincre d'aller à quelque part. Qu'est-ce qu'on peut faire? Où est-ce que cette famille va déjà? Puis qu'est-ce qu'on peut faire à cet endroit-là? Ça peut être dans un comptoir alimentaire, une friperie. Tous les endroits sont des bons endroits pour rejoindre les familles puis développer des initiatives, même si c'est complètement à l'opposé de mon champ de travail. Au garage où je vais, il y a un coin lecture hors pandémie. Il y a un coin lecture pour mes enfants s'ils m'accompagnent pendant que j'attends pour ma voiture parce que ce garagiste-là est sensibilisé d'une façon ou d'une autre. Peut-être que son objectif, c'était de les garder tranquilles, mais ça sert aussi la littératie. Puis j'ajouterais rapidement qu'on parle même là, de nous, à Collège Frontières, on met beaucoup d'activités en place pendant l'année scolaire, mais pendant l'été aussi, directement dans les salles communes des HLM. Donc, on s'en va, là, on n'est pas justement, oui, c'est bien chez un garagiste, mais pour vraiment rejoindre les enfants les plus vulnérables qui ne sont pas inscrits dans des camps de jour ou dans des activités socio-communautaires ou culturelles, on va directement dans le milieu de vie. Et puis, là, en temps de pandémie, encore une fois, s'il y a des cours intérieurs, on essaie de faire ça le plus possible dehors, à l'extérieur, quand la température nous le permet. Puis même quand tu parlais, Joël, de comptoirs alimentaires, l'été dernier, on était à l'extérieur des comptoirs alimentaires sous une petite tente très ouverte là, pour accueillir des enfants puis faire une petite demi-heure de lecture pendant que papa et maman vont choisir leurs denrées alimentaires. Moi, j'aurais peut-être envie de faire un lien avec des travaux un peu différents là, qui ne portent pas spécifiquement sur la glissade de l'été ou autre, là, mais nous, on a fait des travaux aussi sur les activités parascolaires. C'est un peu le même type d'enjeu, au sens où ceux qui lèvent la main tout de suite et qui s'inscrivent, c'est super, on peut travailler avec eux, mais il y en a qui ne s'inscrivent jamais, qui ne sont pas là. Puis ce qu'on avait vu, peut-être que les gens du milieu scolaire qui sont présents aussi peuvent jouer un certain rôle ici pour diriger vers les services, parce que nous, ce qu'on avait vu, c'est que dans certaines écoles, le personnel scolaire prenait vraiment le soin d'aller voir les élèves qui ne participaient pas, d'aller s'enquérir auprès d'eux, mais ça t'intéresserait-tu telle activité? Oui, mais j'en ai jamais fait, je ne suis pas vraiment bon. Ah, OK, c'est pas grave, il y en a pour tous les niveaux, il y a un rôle à jouer pour tout le monde. Ou sinon, je suis un peu gênée, je ne sais pas, je connais personne. Ah, regarde, tu pourrais peut-être t'inscrire avec ton ami, fait que tout ce travail-là, justement, ça rejoint tout à fait ce que vous disiez, d'aller vers les gens, de voir où ils sont déjà, ça peut être quoi les barrières à l'accès pour, dans le fond, personnaliser
personnaliser comme ça son approche. Puis on voyait, en tout cas, que dans le contexte de parascolaire, c'était ça qui marchait pour aller chercher les jeunes qui, d'emblée, pour toutes sortes de raisons, il y avait vraiment une myriade de raisons. Fait que c'est d'aller voir un peu, mais qu'est-ce qui se passe derrière, puis d'adresser cette raison-là qui peut vraiment être variable là, d'une personne à l'autre, puis d'avoir une approche, c'est ça, où on se rend vraiment vers l'autre pour aller rendre... des fois, c'est nous qui modifions nos activités aussi, mais des fois, on peut juste offrir des soutiens autres puis des moyens différents pour faciliter l'accessibilité aussi, là. Puis au niveau des ressources aussi, Véronique, j'ajouterais, puis Joël, je t'ai vu faire ça à maintes reprises dans plusieurs milieux, prendre le temps parfois de trouver des traducteurs et d'offrir un matériel promotionnel en 2-3 langues quand on est dans un complexe d'habitation où il y a 3 ou 4 populations principales. Si on veut rejoindre les parents pour les inciter à inscrire leurs enfants ou leur expliquer qu'il va y avoir une activité offerte gratuitement ou pas là, bon, dans le quartier, ça vaut la peine de prendre le temps d'offrir l'information dans les langues des parents, dans la langue des parents pour qu'ils puissent comprendre, avoir accès, c'est ça, là, aux renseignements nécessaires. Voilà. Très intéressant, parce qu'effectivement, le fait de rejoindre les familles là où ils sont, ou les jeunes là où ils sont, il y en a, il ne faut pas oublier ceux qui ont justement des expériences négatives avec le livre ou au milieu scolaire pour qui le livre est associé à quelque chose de très académique, puis pour qui ça représente un peu l'échec. Donc, d'aller vers eux puis de leur proposer des activités dans ce qu'ils aiment faire, dans leur milieu, puis de les amener vers la littératie ou la lecture. C'est ça, dans ce qu'ils sont, mais je pense que c'est excessivement pertinent et c'est des bonnes pistes. Donc, merci. Brigitte, est-ce qu'il y avait au niveau des questions d'autres éléments qui n'ont pas été répondus ici puis qui reviennent souvent? Donc, je te lance la balle. Brigitte. Je pense qu'elle regarde. Je l'ai pris par surprise. Ton micro est fermé. OK. Il y avait une question par rapport à l'usage de cette présentation. Est-ce que le monde s'est demandé si après qu'ils reçoivent les PowerPoint, est-ce que vous, les présentatrices, serez à l'aise qu'ils montent ces PowerPoint-là dans leur formation de camp de jour? Oui, certainement. De mon côté, il n'y a pas de problème. Donc, il peut être réutilisé là, si ça peut être utile pour les partenaires. Une autre question, en fait, je vais demander à Collège Frontières, vous êtes correct avec ça? Oui? Je vois un oui de la tête, super. OK, ça répond à la question. C'est enregistré, là, fait que le oui de la tête. Oui, c'est ça. Le oui de la tête, ça fait l'affaire, d'accord. J'ai envie d'ajouter, pardon Brigitte, j'ajouterais oui, simplement que, surtout là, pour les gens de Montréal, comme on disait, oui, vous pouvez utiliser le PowerPoint, mais je pense qu'encore une fois, ce qui est vraiment important, c'est de donner des exemples concrets aux jeunes, puis aux animateurs, puis aux coordonnateurs. Donc, si ça vous intéresse d'intégrer la littératie dans vos activités estivales, je pense qu'on a mis une adresse, là, Lire au camp à Réseau Réussite Montréal. Je vous invite vraiment à écrire au Réseau Réussite pour qu'on puisse en fait offrir, ça serait vraiment bien qu'on puisse offrir, encore une fois, si on doit réduire la longueur, on peut le faire, là, mais une formation concrète en fait aux animateurs. Voilà. Alors, une autre question, on a parlé de ressources de lecture pour les ados, mais il y a une question qui porte sur les jeunes adultes. Est-ce qu'il y a des exemples d'activités estivales qui pourraient fonctionner spécifiquement pour les jeunes adultes? Par exemple, des moniteurs qui travaillent pendant l'été. Je pense qu'avec de la formation, puis en les motivant à devenir eux-mêmes des modèles pour des plus jeunes, c'est une première piste. C'est une première piste. Puis avec des jeunes adultes, on parle donc de 18 ans et plus, je pense que, encore une fois, ça dépend des milieux, mais tranquillement, je vois ça revenir, là, les clubs de lecture. Si on trouve encore une fois des ouvrages qui peuvent vraiment intéresser les jeunes adultes, en fait, on leur demande leur avis, de débuter des clubs de lecture, ça peut être une façon de socialiser aussi. On oublie que... Oui, c'est sûr que là, pour les jeunes adultes, si un jeune adulte n'a pas envie de lire, je ne sais pas si on va l'accrocher avec un clip de lecture, là, je ne vais pas être trop optimiste, sauf qu'on oublie parfois que pour les jeunes adultes qui sont intéressés à la lecture puis qui aimeraient justement potentiellement participer à un club de lecture, bien, il n'y en a pas beaucoup qui existent. Donc, d'essayer de faire un test cet été avec les jeunes adultes d'un quartier, ça pourrait être intéressant.
Oui, il y aurait peut-être des choses à réfléchir aussi autour des milieux de travail, là, parce que chez les jeunes, c'est ça peut être par le biais d'être moniteur, puis apprendre à des enfants. Puis c'est ça, c'est que chez les jeunes, on a beaucoup centré les présentations sur la littératie, la numératie, mais à un moment donné, il y a des habiletés aussi, justement, de travail, de savoir-être et tout ça, qui deviennent, là, qui prennent une importance grandissante aussi là, à mesure que le développement progresse. Fait que, il y a plein d'apprentissages aussi de toutes sortes qui peuvent se faire via le travail, mais incluant en littératie et en numératie aussi. Là. Mais c'est probablement qu'il faudrait peut-être réfléchir avec des clés un peu élargies là, avec cette population-là. Ça prendrait probablement une réflexion en soi là, pour attacher, dans le fond, oui, des activités de lecture, de littératie, mais peut-être à d'autres choses aussi. Puis je trouve ça intéressant d'inclure dans le sens que ça peut devenir une activité sociale aussi, puis d'échange avec des pairs. Là. Mais en tout cas, c'est une excellente question. Je ne suis pas sûre que ces éléments-là ont été aussi fouillés tant en recherche qu'en pratique. Là. C'est souvent un groupe d'âge qui peut tomber entre deux chaises parfois. Il n'en demeure pas moins que la littératie, ça peut passer aussi, je le vois dans le fil de discussion, là, par des jeux de société, des jeux de cartes, et donc des choses qui peuvent rejoindre certains publics jeunes adultes aussi, là, donc en passant autrement que par le livre. Donc, peut être intéressant. Au niveau des bibliothèques de Montréal, là, en contexte pandémique, ils ne le feront peut-être pas, là, mais il y a des bibliothèques mobiles, donc qui vont, parfois quand il y avait des festivals ou des petits événements de rue, là, donc d'amener la bibliothèque sur le trottoir, donc accessible pour le public. Là, ça peut être des façons aussi d'amener le livre vers les jeunes adultes, vers les jeunes familles. Voilà, donc avant de terminer, merci à vous, mesdames, là, d'avoir répondu aux questions. C'est le temps que nous avions, mais je vois qu'il y a beaucoup de choses quand même, là, notamment dans les discussions, là, donc on pourra, je vous inviterai tous à regarder un petit peu. Je pense qu'il y a des gens là, qui ont mis des liens là, vers des choses intéressantes ou des initiatives pertinentes là, qui peuvent être au bénéfice de tous, là, de tout le monde qui assiste. Donc, avant de terminer, on aimerait revenir sur une question qu'on nous a posée en tout début. Donc, je relance ma collègue Nancy si elle peut diffuser le dernier sondage, donc qui est un sondage d'intention cette fois-ci. Donc, maintenant, est-ce que vous avez l'intention d'organiser cet été des activités qui vont permettre de contrer la glissade estivale? Peut-être que maintenant, ça vous apparaît un peu plus accessible que ce l'était au début. Donc, oui, non, j'aimerais en organiser, mais je n'ai pas suffisamment de pistes. Je n'interviens pas auprès d'enfants ou de jeunes et je ne préfère pas répondre. Le vote est ouvert. Oui, 69 %. Wow, bravo. Ça prenait juste 1h30 pour convaincre tout ce monde que c'était accessible. Non, donc, je pense que tout le monde, bravo à nos panélistes. Je pense que vous avez fait un bon travail pour l'objectif un peu de ce webinaire, c'est de démocratiser en fait ce concept-là, puis que les gens puissent prendre conscience que c'était assez accessible et hors d'un contexte académique là, de pouvoir rendre la littératie, donc par le plaisir là, pendant la période estivale. Donc, bien heureux de voir ces résultats au sondage. Donc, merci beaucoup. Pour conclure le webinaire, bien, on aimerait remercier, comme je viens de le faire, mais on ne le fera pas assez. Donc, Jasmine Gobeil-Bourdeau, Véronique Dupéré, Mélanie Valsin, Joëlle Marion, nous avoir permis de bénéficier de leur expertise sur la glissade de l'été. Ça a été vraiment un réel plaisir de collaborer avec vous. Donc, pour la préparation de ce webinaire, mais aussi aujourd'hui, que vous puissiez partager ces belles expériences avec tous. On vous rappelle que le webinaire et que les présentations vont être mises en ligne, puis que le tout va être envoyé par courriel aussi aux participants. Donc, vous pourrez rediffuser ou partager avec certaines personnes qui n'étaient pas ici. L'envoi va comprendre aussi un formulaire d'évaluation. Merci de le compléter en grand nombre. Ça nous permet toujours d'améliorer la formule des webinaires, puis s'assurer qu'ils répondent aux besoins. Et puis, si ce n'est pas déjà fait, bien, on vous invite à vous inscrire à nos listes de diffusion à l'infolette pour recevoir les invitations au prochain webinaire. Donc, merci encore une fois à tous de vous être joints à nous aujourd'hui. Puis, on vous souhaite une belle journée. Merci.